Voilà, j'ai lancé l'enregistrement de la session, donc comme ça avait été annoncé, je propose qu'on attende encore 2 petites minutes. Jérôme, si tu es d'accord pour, laisser les derniers candidats nous rejoindre et puis après, bon, ils prendront la session en cours. Nous sommes maintenant 80 déjà. Voilà, je propose qu'on commence cette, session de webinaire consacrée à l'encodage, des dossier de candidature sur la plateforme dédiée au plan d'investissement exceptionnel. Donc bonjour à tout le monde et merci d'être avec nous et merci de candidater surtout au plan d'investissement exceptionnel. Alors pour cette démonstration, nous accueillons Monsieur Lebon, Jérôme, qui va nous faire donc une présentation de la plateforme d'encodage. Ça ne devrait pas durer très longtemps. Mais sait-on jamais, il y aura évidemment possibilité de poser des questions. Moi, ce que je vous demanderais, c'est de le faire via le chat pour des raisons d'organisation du webinaire. Donc, toujours selon le principe habituel, hein, les questions auxquelles éventuellement on n'aurait pas de réponse immédiate, on y reviendrait par la suite. Donc, posez les questions via le chat. Aussi, si vous avez l'occasion d'indiquer le nom de l'école que vous représentez via le chat, et bien sûr accepter le principe de l'enregistrement de ce webinaire. Quand on en aura terminé avec la présentation de la plateforme, je me permettrai de faire un petit retour sur quelques points d'attention, puisque c'est normalement la dernière fois que l'on va se voir avant le dépôt de votre candidature pour le 20 octobre au plus tard. Donc revenir sur quelques points d'attention compte tenu des retours d'expérience que nous avons eus. Et enfin, rappeler quels sont les collègues qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite. Voilà. Eh bien, Jérôme, je te donne la parole. J'ai coupé les micros de tout le monde, mais normalement, vous avez la main, vous pouvez encore activer votre micro. Voilà. Je te donne la parole, Jérôme. Je ne t'entends pas, donc je ne sais pas si c'est normal. Il est toujours mute. Tu m'entends là? Voilà, maintenant je t'entends. Ok. Et je te vois même. Est-ce que tu vois mon écran partagé? Et maintenant, on voit l'écran partagé. Ok. Voilà. Merci Luc pour l'invitation et merci au département des infrastructures scolaires du CEGEC. Donc bonjour. Donc le but de la vidéo de ce jour est la présentation de la plateforme électronique en vue des dépôts de candidature au plan d'investissement exceptionnel appelé PIE. Dans un premier temps, je vous informe de l'existence de notre site internet du Service général des infrastructures scolaires subventionnées, acronyme SGISS. Vous pouvez vous y rendre via l'adresse qui est mentionnée à l'écran, infrastructure.cfwb.be.
Sur cette page, cliquez sur Bâtiments scolaires. Vous y découvrirez nos différents programmes de subvention, dont le PIE. Sur la page du PIE, vous trouvez des liens vers le décret, l'outil de valorisation, les outils d'aide au calcul des normes physiques, le vademecum pour le remplissage de l'outil de valorisation, l'arrêté et les circulaires. Vous pouvez ouvrir la circulaire 9056 relative à la plateforme électronique. En page 4 de cette circulaire, vous trouvez la procédure de demande d'accès à la plateforme, qui est la première étape pour aboutir à vos dépôts de candidature. Vous cliquez sur le lien Internet qui vous ouvre un formulaire électronique. Ce formulaire d'accès est à nous renvoyer au plus tard, le 19 octobre 2023 à midi. Passé ce délai, plus aucune demande d'accès ne sera acceptée. Dans ce formulaire, il vous sera demandé de remplir les champs suivants: la région ou la province du PO. Vous remarquerez ici le petit astérisque rouge. Cela signifie que le champ doit obligatoirement être rempli. On vous demande également le numéro phase PO. Attention qu'il s'agit bien du numéro phase PO et non du numéro phase établissement ou implantation. Le nom officiel du PO, le nom usuel du PO, son organe de représentation, donc ici le CEGEC, le nom de famille du demandeur ainsi que son prénom, sa fonction ou son rôle au sein du PO, son numéro de téléphone et son numéro de GSM, le courriel du PO, de préférence l'adresse qui a été délivrée par l'administration. Il est précisé quand même que cette adresse courriel PO est la même que celle à mentionner au niveau de la plateforme de candidature. Ensuite, il y a 4 sollicitations à engagement à cocher. Donc, le demandeur déclare agir officiellement en qualité du pouvoir organisateur, membre du pouvoir organisateur susmentionné. Il sollicite que le lien de la plateforme électronique dans le cadre du plan d'investissement exceptionnel PIE, premier appel à projet, soit communiqué ainsi que son mot de passe par retour de courriel en vue du dépôt d'une ou plusieurs candidatures. Il s'engage à ne pas communiquer à un tiers les identifiants d'accès à la plateforme qui lui sont transmis par l'administration et il consent à l'utilisation des données de la candidature ou des candidatures dans le cadre du traitement de ou des demandes. Fait A, le et finalement soumettre. Une fois que vous avez soumis votre demande d'accès, vous recevez un courriel vous informant que le dépôt de votre demande d'accès a bien été soumis. L'administration vérifie le formulaire, contacte le PO si des précisions sont nécessaires. Au besoin, invite le demandeur à réitérer sa demande en rectifiant certaines informations. Et finalement, l'administration accorde l'accès. Le demandeur reçoit alors un courriel, ce que vous voyez à l'écran, contenant un récapitulatif au format PDF de sa demande d'accès. Cette pièce sera à joindre à votre candidature. Ce courriel indique également le lien Internet vers la plateforme de candidature ainsi qu'un mot de passe. Pour l'encodage de votre candidature, nous vous invitons à privilégier l'utilisation du navigateur Internet Firefox, qui nous paraît beaucoup plus stable. Mais il est tout à fait possible d'encoder les candidatures via Google Chrome ou Edge. Donc, après avoir cliqué sur le lien Internet vers la plateforme de candidature, une page Internet s'ouvre demandant d'indiquer un mot de passe.
Donc, le mot de passe qui est signalé dans le mail que vous allez recevoir après l'accord sur votre demande d'accès. Vous encodez le mot de passe reçu dans ce mail et vous cliquez sur « Continuer ». La plateforme s'ouvre et vous pouvez commencer à encoder votre candidature. Pour cette visio, nous avons pré-encodé une candidature fictive. La première page concerne l'identification du PO. Il y a lieu d'y indiquer les mêmes informations que celles mentionnées dans la demande d'accès, et plus particulièrement le numéro face PO et le courriel PO. Une fois cette première page complétée, cliquez sur « Suivant » pour passer à la page suivante. Vous ne pourrez passer à l'étape suivante que si la page est entièrement complétée. Il en va de même pour toutes les autres pages de la plateforme. Il y a une possibilité de retour en arrière en cliquant sur « Retour ». Pour modifier des informations et cliquez sur « Retour » pour modifier d'autres informations. Et une autre possibilité, celle d'enregistrer une candidature en cours pour pouvoir y revenir par la suite en cliquant sur « Enregistrer ». Pour cette dernière faculté, son utilisation est décrite dans la circulaire 9056. Donc, après avoir cliqué sur « Enregistrer », une page Internet s'ouvre, vous invitant à vous identifier. Alors, vous cliquez impérativement sur « Skip Create an Account ». Dans le cas contraire, vous allez devoir vous enregistrer sur la plateforme Jotform et cela posera des complications par la suite. Donc, quand vous obtenez cette page, n'oubliez pas de cliquer sur « Skip Create an Account ». Une autre page s'ouvre et nous vous conseillons ici de cliquer sur « Get Drive Link » car il arrive parfois que la fonction « Send » permettant l'envoi d'un courriel de récupération de votre candidature ne fonctionne pas. En appuyant sur « Get Draft Link », votre ordinateur enregistre un lien Internet. Il s'agit d'un lien unique lié à votre candidature. Ce lien Internet restera le même autant de fois que vous enregistrerez le travail en cours. Ce lien, vous pouvez le coller via la fonction « Coller » de votre ordinateur, soit dans un document Word qu'il faudra précieusement sauvegarder, ou le coller dans un mail que vous vous enverrez à vous-même ou à un collaborateur. Cette méthode permet par la suite de récupérer ce lien et de continuer l'encodage de la candidature. Il n'est pas permis de compléter la candidature par deux personnes simultanément à partir de deux postes informatiques séparés. Ce lien peut être transmis à un bureau d'études pour la complétude de la candidature. Dans ce cas, nous vous avertissons que le bureau d'études prend intégralement la main sur la candidature et a le pouvoir de soumettre la candidature à la place du PO sans contrôle préalable ou autorisation de celui-ci. Revenons maintenant à l'encodage. J'ai retrouvé, voilà. Donc ici, nous passons à la page concernant l'identification de l'établissement. Donc, vous avez quelques informations à compléter. Ensuite, nous passons à la page concernant l'encodage de l'identification de l'implantation concernée par les travaux. Alors, en fonction du niveau d'enseignement ou de l'unité d'enseignement sélectionnée, les informations à remplir diffèrent. Par exemple, pour une école, il vous est demandé la population scolaire. Pour une école fondamentale, il y a lieu de choisir soit maternelle ou primaire en fonction de l'importance des populations scolaires. Pour une école d'enseignement spécialisé, il vous sera demandé les types et formes d'enseignement. Pour un internat, le nombre de lits. Pour un centre PMS, le nombre de membres du personnel. La page suivante concerne l'identification de la personne de contact pour le projet et l'identification des travaux.
En fonction des choix, des pièces jointes spécifiques vous seront réclamées en fin d'encodage. La page suivante concerne l'éligibilité du dossier. Il s'agit d'une série de conditions d'éligibilité à cocher. La page suivante concerne des engagements. Ces conditions sont adaptées en fonction des informations encodées précédemment. La page suivante concerne la valorisation de l'état du bâtiment et le report des résultats. Le demandeur doit, dans un premier temps, certifier de la bonne utilisation de l'outil de valorisation ainsi que du bon report des résultats. Cet outil, donc l'outil de valorisation et son vademecum, sont disponibles en téléchargement via les 2 liens Internet mentionnés. Pour le report des résultats, il y a lieu de se référer aux indices qui se trouvent dans l'outil de valorisation. La page suivante concerne la priorisation. Pour le critère 1, il vous est demandé de reporter le score de priorisation de l'outil de valorisation. Pour le critère 2, de mentionner si le bâtiment candidat se situe dans une des zones reconnues comme calamité naturelle en fonction des différents arrêtés indiqués. Pour la priorisation 3, indiquer quel audit a été réalisé. Un autoscore provisoire est ainsi calculé. La page suivante concerne le calcul provisoire de la subvention ainsi que la majoration de la subvention. En fonction de l'encodage, le PO dispose ainsi d'une estimation provisoire de la subvention. Nous arrivons ensuite aux pièces à joindre obligatoirement si priorisation dans l'outil de valorisation ou facultativement à la candidature. Nous attirons votre attention sur la note en page 13 de la circulaire sur les types de fichiers possibles à joindre. Nous vous invitons à réduire autant que possible la taille des fichiers soumis pour une gestion plus efficace des données. Il vous reste à confirmer que les données renseignées sont correctes et que vous consentez à l'utilisation par l'administration des données transmises dans le cadre de la demande. Afin de soumettre la candidature, il vous est dans un premier temps invité à cliquer sur « Voir le récapitulatif de la candidature ».
de contrôler ensuite que les données encodées sont correctes. Et en fin de récapitulatif, de soumettre votre candidature. Après soumission, un courriel de confirmation de dépôt parviendra à l'adresse courriel PO mentionnée comprenant un PDF récapitulatif de la candidature. Merci de votre attention. Merci Jérôme. J'ai vu quelques échanges dans le chat. Alors, il y a déjà une question qui porte sur la qualité de la personne qui peut obtenir l'accès et encoder le dossier. Peut-il s'agir du directeur d'école ou de la directrice pour le coup? Si elle a reçu mandat du PO, pas de problème. Donc, il faut peut-être expliquer comment ça fonctionne parce que, effectivement, d'aucuns peuvent s'étonner de la date limite du 19 octobre à midi pour demander et obtenir un accès en vue de l'encodage. Donc, c'est vrai que ça constitue éventuellement un frein pour un encodage entre guillemets de dernière minute, même si ce n'est pas ce qu'on conseille au PO, mais enfin bon, il n'empêche que le décret dit bien qu'on a jusqu'au 20 octobre au plus tard pour encoder, et donc ça peut constituer un frein. La justification en était que il y a un traitement par l'administration de la demande et l'administration vérifie la qualité et le fait que la personne qui fait la demande puisse effectivement obtenir un accès. Et donc, c'est bien ça qui se passe. Oui, il y a une vérification de notre part avant de pouvoir délivrer l'accès au PO. Donc, il faut que la personne qui encode ait officiellement un mandat du pouvoir organisateur pour Si le elle ne fait faire. pas partie du PO, oui. OK. Alors, il y a une autre question ici. Comment procéder si on doit rentrer 2 dossiers pour la même école? Donc, il y a 2 bâtiments qui font l'objet d'un projet de valorisation. Est-ce que c'est le même lien? Est-ce qu'il faut chaque fois demander un accès? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est exactement le même lien. OK, donc un même lien peut servir pour À plusieurs plusieurs candidatures. encodages. Donc, on demande une fois le code d'accès. Je sais où trouver le numéro phase de l'établissement, mais où trouver celui du PO? Alors, je vous envoie un petit lien dans le... Il y a un chat ici. Il y a un chat. Alors, Laurence Pignolet a déjà envoyé beaucoup Elle a de déjà liens. envoyé. OK. Je pense qu'il figure parmi les liens déjà envoyés. Oui. Très bien. Voilà, et j'en profite pour saluer Laurence et la remercier. Alors, donc pour les dépôts de candidatures multiples, on vient d'y répondre. Alors, si un PO veut déposer en un seul dossier zip file 400 mégas tous ces documents, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est possible de déposer un dossier de candidature sous forme de zip? Ou bien est-ce qu'il faut déposer pièce jointe par pièce jointe en lien avec les 38 pièces à déposer? Des pièces annexées par thématique, hein. Donc effectivement, qui sont dissociées et qui permettent de regrouper les pièces jointes communiquées à une certaine thématique. Ok, j'en profite pour présenter Monsieur Bernard et le remercier. Je ne l'avais pas présenté tout à l'heure, donc c'est donc le collègue de Monsieur Lebon. Donc pas possible de Et de déposer Laurence. un seul, et de Laurence. Pas possible de déposer un seul dossier zip, mais donc c'est bien une pièce jointe par thématique. Oui. Alors, d'autres questions? Je n'ai pas eu accès à l'adresse mail officielle du PO. Comment faire pour obtenir les accès à celle-ci? Donc, c'est sans doute l'adresse officielle pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. On mentionne bien de préférence.
C'est de préférence. Donc, d'autres adresses Oui. peuvent fonctionner. J'ai envie de dire, dans le cas où vous avez une difficulté, vous ne devez pas vous hésiter, à faire appel à nos services au département des infrastructures. Vous nous envoyez les questions et nous ferons en sorte de vous donner les informations nécessaires. Alors, pour un projet d'un bâtiment qui va servir à 2 sections maternelles secondaires, quelle section faut-il sélectionner dans les premières étapes? Ça regarde aussi la Oui. stratégie de confection du Mhm. dossier. C'est peut-être le moment de faire un petit refresh. Jérôme? Ah, c'est à moi. Et disons qu'il faudra sélectionner alors le niveau d'enseignement sur lequel sera déposée la candidature. Maintenant, sans plus d'éléments, ça va être compliqué de vous orienter vers Oui, l'un ou l'autre choix. donc je pense que c'est le début de réponse qu'on peut apporter. Il faut sélectionner quel est le niveau d'enseignement qui va déposer le dossier. Pour en savoir plus, c'est un point qui est traité dans la fac. Oui, Et en cas de difficulté, il faut évidemment s'adresser à un accompagnateur de PO qui donnera les conseils en fonction de la situation particulière de l'école et des bâtiments qui font l'objet des travaux. Tout ceci, évidemment, c'est toujours contextualisé, hein. On ne le dira jamais assez. Alors, j'ai ici une question sur un problème d'encodage qui pourrait être lié à l'utilisation de Google Chrome. Je pense que tu en as parlé dans la présentation. Il vaut mieux utiliser Firefox. oui, Voilà. Je pense que les problèmes d'encodage avec Google Chrome, dès lors qu'on a affaire à des guichets en ligne et des certifications, c'est assez fréquent. Alors, quel est le délai entre l'introduction de la demande d'accès et la réception de cette autorisation? Moi, j'ai cru lire qu'il y avait maximum 24 heures de délai. c'est ça. Donc, 24 heures. Alors, la date limite pour le dépôt de la candidature et non pour le formulaire de demande d'accès, ben là, c'est bien le 20 octobre à 23h59, quoi, hein. C'est ça. Voilà. Les deux niveaux, on l'avait posé. Tiens, j'ai une petite question du coup perso, mais qui peut intéresser tout le monde. Il était question dans la fac de pouvoir revenir sur une candidature soumise avant la date limite pour la compléter le cas échéant. Donc un PO qui se rendrait compte qu'il a oublié de déposer une pièce dans son dossier, mais il est avant le 20 octobre à 23h59. Est-ce qu'il peut encore le faire et comment? Est-ce qu'il faut qu'il recommence un encodage complet de toutes les pièces? Comment est-ce que ça se passe? Dans ce cas-là, je pense qu'il faut qu'il nous contacte. OK. Donc, si vous êtes dans le cas, vous avez soumis un dossier dans les temps, mais vous vous rendez compte que vous avez oublié une pièce, prendre contact avec la régionale du SGISS. Alors, est-ce que le webinaire sera disponible à bref délai? Je confirme, et vous aurez déjà d'ailleurs la capsule produite par la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi, la capsule de démonstration déjà dans le chat ici. Je mets Oui, la foire aux questions pour le PIE dans le chat, comme ça. Je ne sais pas d'accord. si Laurence l'a déjà fait, mais il y aura une redite peut-être. Alors, je passe en revue aussi. euh, Alors, dans l'un des derniers écrans, il y a toute une liste de documents à fournir. Le contenu de ces différents documents est-il décrit quelque part? Je parle sous le contrôle de Jérôme, mais je dirais oui, c'est dans le Vademecum. Donc, il y a une checklist que le département des infrastructures a créée pour aider les PO et les architectes à encoder.
ou les PO et les personnes qui ont reçu mandat des PO. Mais en outre, il y a déjà des documents qui peuvent les éclairer sur le contenu des pièces à fournir. Il y a le Vademecum et il y a évidemment la circulaire. Donc le document auquel il est fait référence dans la question du chat, ce sont les 2 pages annexes à la dernière circulaire de présentation de la plateforme, mais il ne s'agit là que d'une checklist. Donc, si on veut connaître le contenu des pièces, il faut se référer au Vademecum et à la circulaire de l'appel à projet. Oui, Alors, c'est l'annexe 2 de la circulaire 89-38 pour les documents qui concernent l'outil de valorisation et l'annexe 6 qui reprend le tableau récapitulatif des documents hors outil de valorisation. alors les numéros phases quand 2 CPMS sont dans le même bâtiment, est-ce que c'est le phase établissement ou le phase implantation pour les CPMS? Voilà une bonne question. Redis un petit peu la question. Donc, je vais la relire depuis le début. Comment faire pour encoder les numéros phases quand 2 CPMS sont dans un même bâtiment? On ne peut en encoder qu'un seul. Est-ce qu'il faut faire le phase établissement ou le phase implantation pour les CPMS? Toujours. Il y a les 2 phases qui sont demandées de toute façon au niveau du Ouais. formulaire. Et donc, pour les phases d'implantation, il faudra faire un choix entre les 2. De toute façon, c'est à la même adresse, si je comprends bien. Les travaux vont se réaliser à la même adresse, c'est ça? Oui. Moi, Dans le même bâtiment, on a dit, c'est ça? je propose à la personne de peut-être nous envoyer une question plus détaillée et on fera suivre. Alors, peut-on réexpliquer la page où il faut cliquer sur Get Draft Link pour clarifier, si j'ai bien compris, il ne faut pas compléter d'adresse mail comme demandé sur cette page, même enregistrer, même si enregistré. Attendez, je ne vois plus. Une version provisoire du dossier. Donc, comment est-ce qu'on fait avec Get Draft Link? Tu peux réexpliquer ça? Peut-être en repartageant ton écran. Sur partager. C'est bon? Oui. Donc, la première étape, quand vous allez cliquer sur enregistrer, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Donc, il faut surtout cliquer ici en bas. OK. Ça vous ouvre cette petite page-ci. Vous cliquez sur l'icône verte. Vous allez par exemple, vous ouvrez par exemple une page Word et vous faites coller. Comme ça, vous allez avoir le lien URL qui vous permettra par la suite de récupérer votre candidature. C'est mieux ou pas? Alors, moi, j'ai compris, mais je ne sais pas si la personne qui a posé la question a compris. Donc, c'est bien une solution qui permet de récupérer un lien. Oui, le lien propre à la candidature. Alors, j'ai une demande de réexplication aussi pour la page Jotform. Page Jotform, La page Jotform, à mon avis, c'était la même que celle de Get Draft Link. La demande d'accès ou bien c'est la demande d'accès? Je ne sais pas. Déjà répondu. Bravo. OK. Alors, si on a introduit un dossier PRR Pool B qui n'a pas été retenu, peut-on le renvoyer dans le cadre du PIE? Alors, là, ça regarde la confection des dossiers. Oui, encore faut-il lui donner la forme d'un dossier de candidature au PIE. Donc, nos accompagnateurs de PO sont à votre disposition pour ce faire, bien entendu. Le PRR Pool B, a priori, il est très PIE compatible, mais donc ça signifie qu'on ne va pas prendre le contenu d'un dossier PRR Pool B, le zipper et le déposer dans le dossier candidature PIE, parce que ça, par contre, ce n'est pas possible. Il faut fabriquer un dossier PIE, un dossier de candidature au PIE à partir du dossier
PRR Pool B. Alors, sur la page où est listé tous les engagements, sommes-nous obligés de tous les cocher, notamment l'engagement de collaborer intra-PO ou intra-réseau? Alors, je parle sous le contrôle de Jérôme, mais c'est une condition d'éligibilité, ça. Donc, il faut effectivement cocher. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de collaborer. Il faudra après expliquer, le cas échéant, pourquoi on n'a pas pu collaborer avec un autre PO ou un autre réseau. Et le moment venu, nous produirons éventuellement des modèles de notes explicatives allant dans ce sens et nous reviendrons vers les PO pour les aider à faire ça. Maintenant, c'est prématuré puisqu'il ne faut entre guillemets que cocher les engagements, mais par contre, c'est une condition d'éligibilité, donc il faut bien tout cocher, oui. Alors, les CPMS, on a expliqué. On a expliqué la liste. Alors, en cas d'égalité de points, comment va-t-on départager les écoles? C'est expliqué dans la circulaire. J'avoue qu'il y a longtemps que je ne me suis plus plongé dans cette matière-là, mais je pense qu'on va reprendre les conditions de priorisation une par une pour voir par rapport à ces items quels sont les classements des ex-aequo et les départager. Mais c'est expliqué dans la circulaire liée à l'appel à projet. Alors, je vois que dans les 38 documents de la liste exhaustive de la circulaire, nous ne sommes pas concernés par un certain nombre d'items, par exemple, qui concernent le supérieur. Est-ce que il y a possibilité de mettre qu'on n'est pas concerné ou mettre néant? Il y a d'autres exemples, hein. Si on n'est pas concerné par les inondations, est-ce qu'il y a possibilité de l'indiquer? Donc, Oui, ça ne oui, sera pas une pièce obligatoire, donc oui. il y a des pièces qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas, hein. C'est ça le principe. Mais il y a des pièces qui seront obligatoires forcément, parce qu'on doit vérifier l'éligibilité du dossier. Mais il y a d'autres pièces qui sont obligatoires si vous avez valorisé des critères dans l'outil de valorisation. Et donc, si vous n'avez pas valorisé un critère dans un ou plusieurs critères dans l'outil de valorisation, on ne va pas vous exiger de pièces justificatives. Ça tombe sous le sens. Alors ici, j'ai une question sur l'usage du lien. Nous avons plusieurs candidatures pour une implantation, mais nous ne recevons qu'un seul lien. Comment est-ce qu'on fait pour accéder aux différents dossiers? Ce sont des liens différents, hein. Donc, quand vous complétez une première candidature et que vous copiez-collez le lien temporaire dans un fichier Word, lorsque vous entamez une nouvelle candidature, c'est un autre lien qui est généré et qui vous permet chaque fois de revenir dans les différentes candidatures en cours. Et c'est un lien qui reste inchangé pour chacune des candidatures et qui vous permet de faire des allers-retours en fonction des compléments que vous apportez à la candidature. Alors je vois, merci Monsieur Bernard pour cette précision. Une question qui, à mon avis, regarde plus la confection d'un dossier de candidature que l'encodage. Peut-on introduire un PIE pour remplacer les classes containers reçues lors du plan Nollet par une construction en dur? Donc, il est effectivement possible de remplacer des portes à cabine. Tout ça est expliqué par ailleurs et quand vous avez des questions de cette nature, il faut vraiment demander conseil auprès d'un de nos accompagnateurs de PO et vraiment ne plus traîner parce que, on l'a dit, la date limite pour déposer une candidature dans le cadre du premier appel, c'est le 20 octobre. Donc, c'est encore possible, mais il ne faut pas traîner. Quand on n'a encore rien fait, je veux dire. Donc, est-ce qu'il y a un nombre minimum de points en dessous duquel le dossier pourrait ne pas être éligible?
Je parle sous le contrôle de messieurs Lebon et Bernard. En fait, il ne faut pas confondre éligibilité et priorisation. Et donc, il y a des conditions pour être éligible. Ça ne signifie pas que l'on va d'office générer un bon score dans la matrice outil de valorisation de l'état du bâtiment, parce que ça, c'est autre chose. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment tester des scénarios dans la matrice dès lors qu'on a repéré des besoins. Et il faut voir qu'est-ce qu'on va générer comme score. S'agissant du score d'ailleurs généré par la matrice, j'ai vu que dans l'exemple, on prenait un score de 20 sur 50 ou de 20 points de priorisation. À ce stade, il est franchement difficile de dire ce qui est un bon ou un mauvais score parce que enfin, sauf dans le cas où on a un bâtiment qui est vraiment dans une situation d'extrême précarité. On va dire que les bâtiments qui ont des besoins, qui connaissent une situation de précarité fonctionnelle ou énergétique, mais qui ont fait l'objet d'interventions au cours des dernières années. Donc, on va dire que ce ne sont pas d'absolus passoires énergétiques non plus ou des bâtiments complètement inadaptés. Eh bien, ce sont des bâtiments qui peuvent générer des scores apparemment peu intéressants. Je vais me risquer à donner un score, hein, mais on va dire 15 sur 50, voire moins. Ça ne signifie pas qu'il n'y a aucune chance que ces dossiers soient priorisés. Donc, l'invitation que je ferai ici au PO aidé de leurs architectes, c'est de voir s'il n'y a pas moyen de raffiner l'encodage pour générer de nouveaux points, d'une part, et puis d'autre part, certainement de déposer un dossier de candidature dès le premier appel à projet, hein, puisque on peut faire par hypothèse, on peut faire l'hypothèse que l'appel à projet qui sera le plus compétitif pour les bénéficiaires concernés par cet appel à projet-ci, ce sera le troisième, parce que là, il y aura une enveloppe de 200 millions avec tous les PO qui n'auront pas candidaté dans le cadre du premier appel, plus tous ceux qui n'auront pas été priorisés. Donc, il faut vraiment essayer de déposer un dossier de candidature dès avant le 20 octobre. Voilà, je profitais de l'occasion pour le rappeler. Alors, il y a encore des questions sur la subsidiation. Peut-elle couvrir des frais de... Je ne vois plus bien ici si c'est de location, non, de location de porte-cabine pour l'hébergement des élèves durant les travaux. Est-ce qu'on peut louer des porte-cabines pour héberger des élèves pendant les travaux dans le cadre du PIE? C'est prévu dans la norme financière. Je pense que c'est prévu effectivement. Voilà, donc on a répondu à cette question-là. Alors, les audits énergétiques valant 10 points doivent-ils être réalisés pour tous les bâtiments récents où nous avons des déclarations PEB finales? Le principe de l'audit énergétique, c'est qu'il doit être actualisé. Donc, il faut que ça corresponde à la situation réelle. Donc, il ne faut pas refaire un audit, mais il faut l'actualiser. Et le principe de l'audit, c'est qu'il intervient au stade de la priorisation. Et donc, il peut valoir 5 points s'il porte sur le bâtiment qui fait l'objet des travaux, 10 points sur l'implantation. Pour y voir plus clair à propos de cette notion d'implantation liée à l'audit énergétique, moi je renvoie à la FAC, et de mémoire c'est le point 242 dans la FAC qui clarifie bien la définition de l'implantation
en lien avec l'audit énergétique et qui donne aussi des exemples et des précisions. Donc, je renvoie à la fac et évidemment aux accompagnateurs de PO s'il subsiste des questions. Alors, est-ce qu'on doit fournir un estimatif détaillé des travaux du projet? Si oui, à quel point? Alors, il faut effectivement fournir un estimatif. Que faut-il comprendre par à quel point? C'est juste qu'il faut aller dans les détails. Jérôme, peut-être que tu peux donner une clarification. Bon, on reprend le chapitre du CCTB. Alors, Quand même qu'on puisse comprendre à quoi se rapporte l'estimation. Et... j'ai une question très près. Donc, il y a quelqu'un qui vient déjà de tester le formulaire. Je reviens sur le formulaire via l'URL. Il a bien conservé les informations, mais alors c'est quoi? Donc, il a conservé les informations textuelles dans les différents écrans, mais les cases à cocher sont systématiquement non cochées alors que j'avais dû les cocher pour passer aux écrans suivants. Ah oui, donc c'est quelqu'un qui revient en arrière après avoir coché des cases et il constate que les cases sont décochées lors de son retour en arrière. Ici, oui, je pense que c'est dans le système de sauvegarde, hein. Mais effectivement, comme il s'agit des conditions d'éligibilité, pardon, et des engagements, quand on fait un retour à la candidature, on demande de reconfirmer ces cases à nouveau. D'accord, donc c'est pas lié au navigateur, c'est Non. parce que ce sont des conditions d'éligibilité et donc on veut s'assurer qu'elles sont bien remplies. Donc il faut recocher, même quand on a sauvegardé, c'est ça le principe, hein. Oui, oui. Si notre dossier n'est pas complet pour le 20 du 10, quel sera le deuxième délai? Donc ça veut dire que vous posez la question des échéances du troisième appel à projet. Le deuxième appel sera exclusivement réservé à l'enseignement supérieur. Ben, les échéances précises, on ne les connaît pas encore, hein. Donc on sait que ce sera au début, dans le courant du premier trimestre 2024 que l'appel sera lancé, mais on ne sait pas quelles sont les dates précises de début et de fin de ce troisième appel à projet. Mais j'espère que vous aurez l'opportunité de déposer votre dossier complet pour le 20 du 10, quitte à en redéposer une version améliorée avec notre aide lors du troisième appel. Voilà. Quel est le délai pour l'obtention de la réponse à la demande de subside? C'est compliqué ça, hein. C'est le temps que mettra l'administration pour traiter les dossiers. On n'a pas de Je date encore. comprends que pour vous, ce soit un peu compliqué de répondre à ça. Pour ce qui est des informations qui nous sont parvenues à nous, c'est que l'administration fera son possible pour que ça se passe dans des délais les plus rapprochés possibles, mais qu'en tout cas, on essaye d'éviter un phénomène de chevauchement entre les appels à projets. Donc, ça signifie que si un dossier a été déposé dans le cadre du premier appel, vous pourrez avoir une information sur le sort réservé à ce dossier avant que ne soit clôturé le troisième appel à projet. C'est un peu le principe. Donc, parler en semaines et en mois, c'est à ce jour compliqué, d'autant que ce n'est pas exactement la plateforme qui était annoncée qui est maintenant utilisée, mais un formulaire. Et donc, ça risque de rendre le traitement des dossiers par l'administration peut-être un petit peu plus difficile. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour. Je parlais, moi, de dernier petit conseil que j'ai envie de vous donner. Donc, d'abord, de ne pas attendre le 19 octobre à midi pour demander vos accès. Faites-le sans tarder.
nous avons appris qu'il y a maintenant plus d'une soixantaine de demandes d'accès qui ont déjà été déposées, qui ont déjà été soumises à l'administration, donc c'est vraiment bien. Mais pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, s'il vous plaît, ne traînez pas. Nous permettrons d'ailleurs de revenir vers les PO dont on sait qu'ils sont au travail et qui n'auraient pas demandé un accès pour voir un petit peu où ils en sont et s'ils n'ont pas besoin d'aide. Ça, c'est un premier point. J'ai insisté sur l'importance d'utiliser l'outil de valorisation aussi comme outil d'aide à la décision. Je reviens là-dessus. Donc, s'il vous plaît, je m'adresse vraiment au pouvoir organisateur. C'est vous qui décidez. Donc, c'est à vous qu'il appartient de faire le choix du bon scénario de valorisation. Quel est l'état du bâtiment? Quel est le bâtiment sur lequel il est pertinent, opportun d'intervenir? Comment? En démolition, reconstruction, rénovation avec ou pas d'extension, etc. Et vérifier ce que cela donne dans l'outil de valorisation qui est un outil de scorage. Donc, le scénario, c'est une chose. Après, il faut voir ce que ça vous rapporte comme point parce qu'il y a évidemment un classement des dossiers. Si vous avez besoin d'être aidé pour faire cela, vous vous adressez à l'accompagnateur de PO et le cas échéant, on peut également organiser une visite ou une visio avec l'administration qui s'est toujours montrée extrêmement disponible pour tout ça et j'en profite d'ailleurs pour les remercier. Donc ça, c'est un point qui me semble fort important. Donc n'hésitez pas à vous rapporter aussi encore à la fac pour tout ce qui concerne la clarification des notions telles qu'implantation, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a évidemment d'autres points, en ce compris qui concernent l'encodage dans l'outil de valorisation qui méritent d'être vraiment pris en considération dans la perspective justement de générer des points. Donc, je vous invite à vous replonger dans la fac. Alors, je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que nous avons au département des infrastructures produit 2 outils qui pourront vous aider. Donc, on a produit à la demande de plusieurs PO un petit modèle de délibération ou de motivation de décision d'entamer les travaux au PIE parce que c'est une pièce qui est demandée dans la plateforme. Et nous avons aussi produit une checklist, on va dire un petit peu mieux designée et plus complète que l'annexe de la circulaire consacrée à la plateforme, une checklist qui fonctionne avec les annexes de la circulaire et le vademecum. Et alors, le SGISS a produit un modèle d'attestation de qualification de la personne qui encode dans l'outil de valorisation. Donc, tous ces documents seront dans l'extranet, mais ils seront aussi disponibles dans le groupe Teams que nous avons créé pour les architectes et ils sont nombreux d'ailleurs à s'y être inscrits. Donc, quelques outils supplémentaires qui pourront vous être utiles. L'extranet est mis à jour très régulièrement, le site du SGISS également, donc n'hésitez pas à vous reporter sur ces applications pour prendre de l'information en temps réel. Et puis, bien sûr, nous avons notre équipe d'accompagnateurs de PO qui se tient à votre disposition. Dans l'extranet, vous trouverez aussi les contacts de toutes ces personnes dans vos codièques, dans vos diocèses, pour vous aider à déposer une candidature pour le 20 octobre. Et nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite. Donc, c'est maintenant qu'il faut y aller. Il y a encore le temps de le faire, en ce compris pour les personnes qui n'auraient pas beaucoup avancé dans le dossier. Donc, ne baissez pas les bras. Je remercie beaucoup Jérôme et David et Laurence pour leur participation. Donc, l'enregistrement sera mis à disposition dès demain dans l'extranet et dans l'équipe Teams. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Et bonne chance pour le PIE, évidemment. À très bientôt.